De retour dans cette série de formations concernant la protection des ports de switch contre les différentes attaques de commutation. Donc, sans plus tarder, dans cet épisode numéro 2, nous allons s'y mettre. Le premier point à aborder, c'est de savoir en quelque sorte le rôle que jouent les ports de switch dans le réseau. Lorsque vous avez votre switch, vous avez acquéri votre switch, d'accord, un nouveau switch que vous voulez déployer ou bien que vous voulez mettre en service. Donc, vous interconnectez les différents utilisateurs, les différents terminaux, que ce soit imprimante, que ce soit ordinateur, que ce soit point d'accès. Vous connectez ça, vous les connectez, vous les rattachez, que ce soit par câble. Bon, par câble, oui, vous les rattachez au port de switch. Donc, le rôle que jouera ce port de switch à cet instant, c'est de favoriser la communication. Le seul et unique rôle, c'est de favoriser la communication entre les différents matériels, ces différents périphériques, ces différents terminaux que vous venez d'attacher. Donc, ce port de switch présente des différentes fonctionnalités pour le commutateur. Dans le sens où, dans un premier temps, ça aide le commutateur à apprendre l'identité des différents terminaux rattachés. Et aussi, ça aide le commutateur à prendre des décisions sur là où chaque trame reçue au niveau de chaque port doit être transmis. Donc, vous devez comprendre par là que quoi? Que lorsqu'une trame est transmise dans le réseau par un terminal de switch, donc le switch reçoit les trames à travers un de ces ports et transmet cette même trame à travers un autre port. Donc, voilà le rôle primordial ou bien l'objectif primaire que joue le port de switch. Maintenant, en ce qui concerne le processus de communication, comment est-ce que ce port aide le switch à, comment ce port aide le switch à prendre l'identité, d'accord, des utilisateurs qui sont connectés et également comment ça favorise la communication entre les différents terminaux connectés. Donc, pour ce faire, nous allons donc s'y mettre très rapidement. Je prends par exemple, nous allons voir, nous allons considérer cette petite architecture pour pouvoir expliquer de façon brève et en détail le processus de communication entre les différents terminaux qui sont attachés au port F0, F1 et F2 de ce switch que vous voyez sur l'écran. Donc ici, nous avons le switch, d'accord, donc notre switch est là. Le switch est connecté au port F0, au port F1 et au port F2. D'accord, donc le PCA, nous allons estimer que le PCA, imaginez un instant que le PCA MAC adresse de 1, le PCB a une adresse MAC aussi de 2, le PC3 a une adresse MAC de 3. Donc, comment est-ce que le port F0, le port F1 et le port F2 va amener le switch à identifier les différentes MAC adresses 1, 2 de ces différents terminaux connectés? Donc, c'est à travers le processus de communication. Et ce processus de communication, ce n'est rien d'autre que ce qu'on appelle le processus ARP. D'accord. Maintenant, avant que le processus ARP ne soit démarré, qu'est-ce qui se passe? C'est la première communication. Qu'est-ce qui se passe? Donc, voici ce qui se passe. Donc, disons, imaginons que le PCA est un nouveau PC introduit dans le réseau et le PCA cherche à communiquer avec le PCB. Donc, la première des choses à faire, c'est que le PCA, d'abord, pour communiquer avec le PCB dans le réseau, cherche à construire une trame, la trame de communication. Dans la trame de communication, qui a les différentes parties comme sur le message, d'accord, qu'il aimerait transmettre au PCB. Donc, le message maintenant sera construit avec les différentes entêtes. D'accord, on aura l'entête IP et l'entête MAC. Donc, du fait que l'entête MAC est ajoutée à l'entête IP, ce qui fait que le message devient ce qu'on appelle une trame. Donc, quelles sont les différentes parties de ces entêtes IP et de ces entêtes MAC ajoutées qu'on appelle à la donnée que le PCA aimerait transmettre au PCB? Dans la première des choses, il y a ce qu'on appelle la source IP du message, d'accord, la destination IP du message. Donc, vous aurez, comment je dirais, vous aurez d'abord ce qu'on appelle ici euh, un instant. Donc, le PCA veut communiquer avec le PCB. Donc, la première des choses que le PCA va chercher à faire, c'est de
c'est de construire le message de communication. Donc, le PCA va construire cette trame avec les différentes parties qui suivent. Donc, voici le message, d'accord, l'enveloppe qu'il aimerait transmettre au PCB. Donc, la première des choses, c'est que le PCA va mettre la source IP. D'accord. Après la source IP, il va mettre la destination IP. Après ça, il va mettre la source MAC, en plus la destination MAC. D'accord. Donc, le PCA va maintenant essayer de remplir, de populer ces différentes parties des informations. D'accord. Donc, il ira à la recherche des différentes informations telles que la source et la destination, IP et MAC adresse, et va essayer de remplir ces différentes parties avec les informations. Donc, le PCA, comme c'est lui la source, c'est lui qui cherche à communiquer avec le PCB, donc il devient automatiquement la source. Donc, du coup, il détiendra l'information à propos de la source IP et de la source MAC. Donc, du coup, étant un PC, donc sa source IP, on va supposer que le PCA a comme adresse IP 10.1. D'accord, donc il va mettre la source IP ici 10.1. Donc, la destination IP, dans le réseau, d'accord, les utilisateurs ne maîtrisent pas, ne se connaissent pas l'adresse IP. Ils ne se connaissent pas une méthode qu'on appelle les noms. Donc, du coup, grâce au service de résolution des noms qu'on appelle le service DNS, le PCA va résoudre le nom du PCB en adresse IP. Donc, du coup, de façon brève, au final, le PCA aura comme adresse du PCB peut-être 10.2. Donc, du coup, le PCB aura une destination de 10.2. Maintenant, la source MAC. La source MAC, le PCA est la source, donc sa MAC adresse va mettre 1, d'accord. Et maintenant, la destination MAC. Maintenant, lorsque chaque PC veut communiquer dans le réseau, la première des choses que le PC fera, c'est qu'il va consulter une cache, une mémoire dans sa base de données. Il y a une mémoire qu'on appelle la mémoire cache, la mémoire cache de ARP. Dans la mémoire cache de ARP, au niveau des PC, c'est quoi? C'est une mémoire qui permet au PC de détenir, de maintenir la combinaison de l'adresse IP et des MAC adresses correspondantes de chaque utilisateur qui auraient déjà communiqué dans le réseau. Et ces utilisateurs doivent être des utilisateurs avec qui ils partagent le même réseau local. D'accord. Donc, vu que c'est toute une première communication entre le PCA et le PCB, donc du coup, il n'y avait pas encore eu de communication entre le PCA et le PCB préalablement. Donc, du coup, dans la mémoire cache, le PCA va rechercher l'adresse IP 10.2, à savoir que 10.2, je recherche la MAC adresse de 10.2 dans la mémoire cache. Donc, il va parcourir la mémoire cache à la recherche de 10.2, mais comme c'est toute une première communication, donc il ne verra pas dans la mémoire cache la MAC adresse de 10. Il ne verra même pas 10.2. Donc, du coup, ce sera impossible pour le PCA de retrouver 10.2 vu que c'est toute une première communication avec 10.2 qu'il essaie d'établir. Donc, dans ce cas, le PCA a besoin de quoi? Sans la MAC adresse de 10.2, le PCA ne peut jamais initier cette communication. Donc, il faut d'abord la MAC adresse de 10.2. Donc, ce qui va amener le PCA à faire quoi? À initialiser un processus qu'on appelle le processus de résolution d'adresse. Donc, ce processus de résolution d'adresse, c'est ce qu'on appelle le processus app. Donc, il va initier le processus de résolution d'adresse qui va lui permettre d'aller à la recherche de la MAC adresse de 10.2. Donc, dans ce sens, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le PCA va mettre en attente ce message de communication et va essayer de construire maintenant ce qu'on appelle un message de requête de ARP, le message de requête de résolution d'adresse. Quelle adresse? 10.2. Donc, du coup, le PCA construit son message de requête. Donc, il va envoyer dans le réseau le message de requête request. Donc, le app request sera de quelle façon? Donc, il y aura toujours les différentes parties. D'accord? Jusque cette fois-ci, il y aura beaucoup plus d'informations. Donc, la première des choses, il y aura ce qu'on appelle la source IP, la source MAC. D'accord? Maintenant, le target IP, la cible, l'adresse IP de la cible et l'adresse MAC de la cible. Et en plus, après ça, nous avons maintenant la source MAC et la destination MAC. Maintenant, ici, la cible, maintenant, c'est aussi la destination dans le message de communication qu'on avait écrit préalablement. Donc, dans le message de requête d'ARP, la destination devient ce qu'on appelle la cible. D'accord. Donc, vu que le PCA est la source ici, donc ces informations seront ici. Comme la source IP, il est 10.1. Maintenant, la source MAC, il est 1.1.1.1.
Maintenant, la cible IP. La cible IP, c'est 10.2. C'est ce dont la MAC adresse est recherchée. D'accord? Donc, il met ça, la cible IP, c'est 10.2. Maintenant, la cible MAC, c'est quoi? C'est ce qu'on recherche. Donc, il va mettre 0,0. Vu que c'est inconnu pour le moment. Maintenant, la source MAC, c'est toujours le PCA. Sa MAC adresse est 1111. Et la destination MAC. Maintenant, je vous pose une question. Le PCA est nouveau dans le réseau. Il recherche maintenant la MAC adresse d'un utilisateur inconnu. D'accord. Supposons que vous êtes dans une foule. D'accord. Et que dans la foule, vous recherchez un utilisateur. Vous le voyez de loin. Vous savez qu'il est présent, qu'il est là. Mais vous ne maîtrisez pas exactement sa localisation dans le réseau. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir attirer son attention? Donc, ce qui est lieu de faire, c'est de faire quoi? C'est de créer dans le réseau, de faire ce qu'on appelle une diffusion. Donc, le PCA ici va émettre ce message d'ARP requête, la requête d'ARP, comme quoi? Comme une diffusion, à ce que tous les utilisateurs du réseau puissent recevoir sa diffusion. Et maintenant, celui qui va identifier son adresse IP comme la cible, donc, va faire quoi? Va répondre à ce message. Donc, il y aura ici les ports et les MAC adresses. Donc, du coup, le port 0, le port 1 et le port 2. Donc, le port 0, quelle sera la MAC adresse? Le port 1, quelle sera la MAC adresse? Le port 2, quelle sera la MAC adresse? Donc, quand ce message de requête d'app va atterrir le port 0, donc qu'est-ce qui va se passer? Le switch va regarder, le switch apprend ici. Voici la partie dans le switch, la partie que le switch utilise pour apprendre. D'accord? L'encapsulation de la source MAC et de la destination MAC. Voilà comment le switch apprend. Donc, le switch regarde la source MAC, d'accord, de cette partie pour voir, OK, qui est l'utilisateur qui est connecté à ce port et qui a envoyé ce message? C'est qui la source de ce message? La source, c'est quoi? C'est 111. Donc, du coup, automatiquement, le switch va comprendre, va conclure en même temps qu'au niveau du port 1, au niveau du port 0 du moins, j'ai quoi? J'ai un utilisateur connecté, un terminal connecté dont la MAC adresse c'est quoi? 111. Ça peut aller. Donc, après, une fois que qu'on appelle cet apprentissage, hein, d'accord, est fait par le switch. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le switch maintenant va regarder, va maintenant prendre une décision pour savoir où est-ce que ce message doit être transmis. Et cette décision, le switch se base sur quoi? Sur la destination MAC, pour savoir là où le message doit être transmis. Donc, du coup, il regarde la destination MAC pour savoir. La destination MAC ici, c'est quoi? C'est FFFF. Automatiquement, le switch comprend que quoi? Que c'est une diffusion. Donc, du coup, le switch maintenant, il transmet ce message à travers les différents ports, à l'exception du port par lequel le message est reçu. Donc, il va envoyer le message ici, il va envoyer la trame ici. Maintenant, le PCC, lorsque le PCC va recevoir ce message à son niveau, il va faire quoi? Il va d'abord confirmer que le message lui est destiné. Et pour confirmer, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde l'adresse de cible. Il regarde la partie cible, l'adresse IP de cible. Il constate que l'adresse IP de cible, c'est 10.2. Voilà que lui, il n'est pas 10.2. 10.2, c'est le PCB. Lui, il est 10.3. Et le PCA est 10.1. Donc, il va constater que 10.2 est différent de 10.3, qui est différent de quoi? De son adresse IP. Donc, du coup, qu'est-ce que le PCC va faire? Il va dire que le message ne lui est pas destiné. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse tomber le message. Maintenant, le PCB, lorsqu'il reçoit ce message, d'accord, il regarde maintenant la cible IP. Le PCB fera pareil. La cible IP, c'est quoi? C'est 10.2. Donc, comparé à son adresse IP configurée qui est également 10.2. Donc, du coup, le PCB va confirmer que le message lui est destiné. Il met OK, le message m'est destiné. Maintenant, ce message a été transmis par qui? Donc, souvenez-vous, on avait dit au début que quoi? Que chaque PC détient quoi? Détient une base de données qu'on appelle le app cache. Donc, le PCB va maintenant faire quoi? Va maintenant populer son app cache. Populer veut dire qu'il va remplir, il va mettre les informations à propos de la source qu'il lui envoie dans quoi? Dans son app cache. Donc, app cache, c'est quoi? C'est la combinaison d'IP et des adresses MAC. Donc, au niveau du PCB, le PCB dira, donc la source, c'est quoi? La source IP, c'est 10.1 et la source MAC, c'est 1. Ce qui veut dire que quoi? Il y a un utilisateur avec qui je partage le même réseau, donc l'adresse IP est quoi? Est 10.1 et la MAC adresse est 1. Donc, du coup, cette source qui est 10.1 veut quoi? Il me veut quoi? C'est là qu'il va regarder la cible MAC. Il va constater que la cible MAC est 0,0. Bon, non seulement que c'est la cible MAC qu'il va regarder, mais il y a aussi d'autres paramètres dans le message qui va permettre au PCB d'identifier
le sens et le rôle de ce message. Donc, de façon brève, le PCB va conclure que la source IP 10.1 veut quoi de lui? Il veut sa MAC adresse. Donc, du coup, ce qui va amener le PCB à faire quoi? À construire une réponse d'arbre. D'accord? Il va construire une réponse d'arbre. Donc, qu'est-ce que le PCB fera? Il va donc construire une réponse d'arbre. Donc, on va ça ici, de ce côté. Donc, nous avons la source IP, la source MAC, la cible IP, la cible MAC, la source MAC et la destination MAC. Donc, la source IP, la source MAC. Donc, la source, cette fois-ci, sera le PCB. Donc, IP 10.2. Et la source MAC, c'est quoi? Sera 2. Donc, il est à 2. Maintenant, la cible IP. La cible ici, c'est quoi? C'est le PCA. C'est le PC qui lui a envoyé le message de requête. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le PCB va regarder son app cache pour savoir la 10.1. Donc, il va mettre la 10.1 en tant que cible IP. Et la 10.1, c'est quoi son adresse MAC? Son adresse MAC est déjà connue par le PCB qui est 1.1. Donc, il mettra ça au niveau de la cible MAC. Maintenant, la source MAC sera quoi? Maintenant, sera toujours le PCB. Donc, ce sera 2. Et la destination MAC sera quoi? Maintenant, cette fois-ci, la destination MAC n'est plus une diffusion. Pourquoi? Parce que la source maintenant est connue par le PCB. Donc, du coup, la destination sera maintenant un message unicast. Donc, du coup, un message qui est destiné à une cible spécifique. Donc, du coup, la destination MAC sera le PCA. Donc, le PCA, son adresse MAC sera 1.1.1. Donc, je l'ai mis là. Donc, automatiquement, que cette réponse, d'accord, sera générée par le PCB et ça va atterrir au niveau du port F1 de switch. Le switch va faire quoi encore? Il va apprendre. Le switch va aussi apprendre l'adresse MAC de la source de ce message. Donc, du coup, le switch, vous vous souvenez, le switch apprend comment? Il apprend ici. Donc, il va regarder c'est quoi la source MAC. Quelle est l'identité de la source du message qui est parvenu à mon port F01. Le port F01, il va regarder la source, c'est 2. Donc, ce qui veut dire que le terminal connecté à ce port, sa MAC adresse, c'est quoi? Est 2. Donc, une fois que le message est appris, une fois que la source MAC est appris maintenant par le switch et populé dans sa cam, donc maintenant il va prendre une décision. La décision, c'est de savoir où est-ce qu'il doit transmettre ce message. Donc, il va regarder maintenant, comme il va regarder la destination MAC du message de réponse d'arbre, il faut savoir que c'est vers 1.1.1. Le switch maintenant va consulter son adresse CAM, sa table CAM du moins, pour rechercher le port auquel 1.1.1 a été appris. Donc, il va constater que c'est par ce port, le port 0. Donc, du coup, le message là doit sortir uniquement par le port F0. Maintenant, lorsque le PCA va recevoir ce message, donc le PCA maintenant détient maintenant la MAC adresse de quoi? De la destination avec qui il voulait communiquer. Donc, ce qui fait qu'il va ramener le message de communication. La source sera maintenant quoi? 10.1 qui est lu. La destination sera quoi? La destination IP sera 10.2. Maintenant, la source MAC sera quoi? La source MAC sera lui-même qui est 1.1.1.1. Et la destination MAC sera quoi? Sera maintenant le PCB. La destination MAC maintenant n'est plus une diffusion. Il connaît maintenant la MAC adresse. Il va regarder dans son app cache pour retrouver maintenant la MAC adresse de quoi? De 10.2 qui est quoi? Qui est 2. Maintenant, lorsque le PCA détient maintenant déjà la MAC adresse du PC, donc il y aura maintenant une communication fluide. Donc, en utilisant la cam de switch, dans la cam du switch, on aura maintenant quoi? La MAC adresse ici, il y aura le port 0, le port 1. Donc ici, on aura, comment on appelle le port? Ici, c'est le port F0, le port F1, le port F2. Donc le port F0, le switch a appris que la MAC adresse là, c'est quoi? C'est 1. D'accord? Et au niveau du port F1, il a appris que la MAC adresse là, c'est quoi? C'est 2. Voilà. Donc désormais, quand le message de communication viendra au niveau du port F0, le message est venu en tant que unicast. Donc la destination est quoi? Est 2. Et la source est 1. Donc le switch va regarder dans sa table CAM. Le 2 est connu par quel port? Le port F1. Donc du coup, ce message ira par le port F1 et il y aura communication dans les deux sens. Donc voilà un peu comment le switch arrive à apprendre
comment le port de switch, d'accord, permet au switch d'apprendre les identités des différentes adresses, les différents utilisateurs, les différents périphériques ou les différents terminaux qui sont attachés. Donc, de façon résumée, on fait un récapitulatif. D'abord, le processus de communication est appelé le processus ARP. Ce processus ARP utilise deux types de messages. Il y a le message de requête ARP request. Et ce message est quoi? Un message de diffusion. Donc quoi? Donc la marque adresse est quoi? FFFFF. Maintenant, le second message, c'est le message ARP reply, utilisé par la destination dont la source demande sa marque adresse pour pouvoir répondre à cette requête. Donc, ce message, c'est quoi? C'est un message unicast. Dont la destination est quoi? C'est une marque adresse spécifique. Donc, maintenant que vous avez déjà appris le processus de communication, d'accord, qui permet au port de switch de pouvoir commuter, de pouvoir échanger les données ou bien les trames entre différents périphériques connectés, et de façon à ce que ça aide aussi le switch à maintenir la base de données appelée la table CAM, qui permet aussi de maîtriser l'identité des différents terminaux qui sont attachés à chacun de ces ports. Donc maintenant, nous allons voir par la suite les différents types de ports de switch qui existent. D'accord. Donc, il existe de façon résumée 5 types de ports de switch. Donc, ce sont les mêmes ports de switch, mais qui jouent différents rôles. D'accord. En fonction de ces rôles, nous les avons catégorisés en des types de ports de switch. Donc, le premier port de switch, le premier type de port de switch, donc le premier type de port de switch est appelé le port accès. Donc, ici, le port accès. Donc, le port accès, c'est quoi? Qu'est-ce que le port accès? Un port accès, c'est un port auquel nous avons un utilisateur connecté. D'accord? C'est seulement les terminaux qui peuvent connecter à ce port. Et quels sont ces terminaux? Ce sont les terminaux comme les imprimantes, comme les scanners, comme les PC, comme les points d'accès. Donc, ce sont ces genres de terminaux qui peuvent connecter à un port qu'on appelle de type accès. Maintenant, qu'est-ce qui rend ce port, qu'est-ce qui attribue le rôle d'accès à ce port? Ce qui attribue le rôle d'accès à ce port, c'est que quoi? Le port qu'on appelle un port accès au niveau du port de switch, c'est quoi? C'est un port qui ne peut appartenir qu'à un et un seul VLAN. Donc, ce port, on est d'accord, maîtrise les fonctionnalités du VLAN et ce port n'est membre d'un et un seul VLAN. Donc, c'est ce type de port-là qu'on appelle le port accès. Maintenant, après le port accès, nous avons le port qu'on appelle le port trunk ou bien le port de jonction, si vous voulez, le port de jonction. Donc, le port de jonction, c'est quoi? C'est un port qui a un rôle très particulier, un rôle très spécifique. D'accord? C'est aussi un port ordinaire comme les autres ports qu'on utilise sur le switch, mais ça devient un port dont le rôle jonction, bien le rôle trunk est attribué lorsque ce port a la capacité de pouvoir être membre de plusieurs VLAN. C'est-à-dire, ce port peut comprendre, peut procéder l'information de différents VLAN à la fois. D'accord? Donc, lorsque vous avez un port qui a la capacité, ou bien doté de la capacité de pouvoir procéder les informations de différents VLAN, donc du coup, ce port-là est appelé le port trunk. D'accord? Donc, et en d'autres termes, on peut aussi conclure pour dire que le port trunk, c'est un port qui est aussi responsable de l'établissement de quoi? Des liens trunk, donc des liens de jonction. Les liens de jonction, ce sont des liens qui sont établis entre deux différents switches. Vous avez un switch là, vous avez un autre switch ici. Ici, vous avez un VLAN de 10 et ici, vous avez un VLAN 20. Donc, ce port ici doit être un port trunk. Ce port ici doit être un port trunk pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir comprendre l'information du VLAN 10 et du VLAN 20. Et bien, les deux ports là, les deux ports trunk viennent ensemble pour établir ce qu'on appelle un lien trunk qui va permettre au VLAN 10 et au VLAN 20 de pouvoir communiquer entre eux à travers les deux switches, à travers le lien trunk. Donc, du coup, le lien trunk a pour rôle de faire quoi?
de transporter l'information de différents VLAN. Le VLAN 10 et le VLAN, les paquets, les trames du VLAN 10 et du VLAN 20 seront transportés à travers le lien trunk par le biais de quoi? Par le biais de port trunk. Donc, ça peut aller. Donc, voilà la différence entre le port d'accès et le port trunk ou bien le port de jonction. Maintenant, après ça, nous avons un autre port qu'on appelle le port en amont. En anglais, on appelle ça le upstream switch port. Donc, les upstream switch ports, les ports en amont, ce sont les ports qui sont utilisés lorsque vous avez des architectures hiérarchisées. D'accord, les architectures à 2-3 niveaux où vous avez le niveau accès, le niveau de distribution. Donc, dans le niveau de distribution, nous avons deux types de ports au niveau de distribution. Donc, tous les ports qui sont au niveau des suites de distribution sont catégorisés en deux grandes classes. Il y a ce qu'on appelle la classe des ports en amont, d'accord, et la classe des ports sous-jacents, ce qu'on appelle le upstream switch port et le downstream switch port. Donc, le upstream et le downstream. Donc, le upstream switch port, ce sont les ports en amont et le downstream, ce sont les ports qui sont en aval. Donc, pour démontrer, nous avons une architecture hiérarchisée. Nous avons une architecture hiérarchisée où nous avons ici le switch de distribution est là. Le switch de distribution est là. Donc, nous avons le switch accès ici, le switch accès. Donc, le switch accès a un lien connecté à chacun des switches de distribution. On est d'accord? Maintenant, ces ports que vous avez en bas ici, au niveau des switches de distribution, ce qu'on appelle les ports en aval. Maintenant, les ports en amont, ce sont les ports que vous aurez en haut et qui sont connectés à quoi? Soit à des routeurs ou bien à des firewalls. Donc, ce sont des ports en amont. Et ces ports-là, la plupart des temps, ce ne sont pas des ports de niveau 2. Ce ne sont pas des ports qui supportent les technologies de la couche 2 du modèle OSI, du modèle OSI, d'accord, ou bien que ce soit la couche A7 du modèle TCP/IP. Ce sont des ports qui ont la capacité de faire quoi? De faire le routage. Ce sont des ports qui ont la capacité de supporter la configuration des adresses IP. On est d'accord? Donc, ça va dépendre de votre architecture et du besoin aussi. Donc, ce sont ces ports-là qu'on appelle les ports en amont. Maintenant, les ports de groupe. C'est quoi un port de groupe? Un port de groupe, c'est un port qui permet, qu'on appelle, de pouvoir optimiser qu'on appelle le débit ou bien la bande passante, d'accord, au niveau de quoi? Au niveau des switches. Donc, la plupart des temps, les ports de groupe, ce sont les ports qui sont utilisés pour l'utilisation de services. Donc, comme par exemple, quel port on peut utiliser comme le port de groupe au niveau des switches? Nous avons ici, par exemple, si vous avez le switch de distribution qui est là, et vous avez un switch de distribution aussi qui est là. Donc, vous avez le switch d'accès, le switch d'accès. Donc, le switch d'accès connecté là. Maintenant, pour favoriser une redondance parfaite, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? On crée aussi des liens entre les ports de switch. Et maintenant, ces liens-là, ces différents ports qu'on a créés entre les switches là, donc on fait quoi? On essaie de les grouper de manière à ce qu'ils fonctionnent comme un seul port. Et la plupart des temps, la technologie qui est utilisée pour faire ça, c'est ce qu'on appelle Etherchannel. Donc, Etherchannel, c'est la technologie qui permet de grouper plusieurs ports de switch de manière à ce qu'ils fonctionnent comme un seul port logique. Donc, ça a beaucoup d'avantages lorsque on sera lorsque nous allons aborder la série de formations sur ce qui concerne l'architecture des réseaux. Donc, nous allons explorer l'avantage, d'accord, de pouvoir configurer Etherchannel entre les différents switches de distribution dans une architecture hiérarchisée. Donc, voilà ce qu'on appelle les ports de groupe. Maintenant, à part le port de groupe, donc, en dernière position, nous avons ce qu'on appelle le port stack. Le port stack ou bien le port empilé. Donc, un port stack, c'est quoi? C'est en quelque sorte, d'abord, vous devez comprendre d'abord, avant de comprendre le port stack, vous devez comprendre d'abord ce qu'on appelle le stackwise. Le stackwise, c'est quoi? C'est une technologie qui permet de pouvoir combiner plusieurs switches physiques ensemble. On amène plusieurs switches physiques ensemble de manière à ce que on configure maintenant les switches là à fonctionner comme un seul switch. Donc, par exemple, je prends le switch 1, le switch 2, le switch 3. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si jamais je veux ramener les trois switches là ensemble à former ce qu'on appelle un module stackwise, un module de switch en stackwise,
Donc, qu'est-ce que je fais? Je dois les connecter à travers ce qu'on appelle les ports de stack. Donc, les ports de stack, ce sont des ports très spécifiques. Ce ne sont pas comme les ports Ethernet que nous avons sur Switch. C'est des ports très spécifiques et puis on leur câble de connexion à part. Donc, du coup, on va interconnecter ça comme ça. On va interconnecter ça comme ça. On va interconnecter comme ça. Donc, ces ports, ce port, ce port, ce port, et ce port, ce port, et ce port, ce sont appelés quoi? Des ports stack. Ce sont des ports qui permettent au switch, on est d'accord, dans un groupe, de pouvoir fonctionner comme un seul switch géant logique. On est d'accord? Donc, la technologie stack est réservée pour des formations à venir. Donc, voilà un peu les différents types de ports et les différents rôles de chaque type de port que nous avons dans le switch. Donc, je vous retrouve dans la prochaine épisode de cette série de formations. Merci et à bientôt.